Les éditions Sonobook présentent Peter Pan et Wendy de James Matthew Barrie, traduit de l'anglais par Patrick Meadeb, interprété par Hélène Ardouin, Isabelle Bensoussan et Victor Vestia. À Julia Amélie. Chapitre 1. Peter Pan entre en scène. Tous les enfants grandissent, sauf un. Ils comprennent très tôt qu'ils devront grandir. Et voici comment Wendy le découvrit quand elle avait 2 ans. Un jour, qu'elle jouait dans un jardin, elle cueillit une fleur et courut l'apporter à sa mère. Elle devait être vraiment adorable, car Madame Darling posa sa main sur son cœur et s'écria « Ah, si tu pouvais toujours rester ainsi !» Elle n'en dit pas plus, mais dorénavant, Wendy sut qu'elle devrait grandir. Dès que vous avez 2 ans, vous savez. 2, c'est le début de la fin. Leur maison était au numéro 14 de la rue. Et jusqu'à l'arrivée de Wendy, sa mère en était bien sûr la maîtresse. C'était une jolie dame, ayant un esprit romantique et une bouche délicatement espiègle. Son esprit romantique ressemblait aux petites boîtes orientales qui s'emboîtent les unes dans les autres, et malgré toutes celles que vous avez déjà ouvertes, il en reste toujours encore une à découvrir. Quant à sa bouche délicatement espiègle, elle offrait un baiser que Wendy ne parvenait jamais à prendre, bien qu'il fût là, parfaitement en évidence, au coin droit. Voici comment M. Darling conquit son cœur. De nombreux messieurs, célibataires quand elle était jeune fille, découvrirent au même instant qu'ils étaient amoureux d'elle, et ils se précipitèrent tous chez elle pour se déclarer, sauf M. Darling qui prit un fiacre, arriva en premier et réussit ainsi à prendre son cœur. Il obtint tout d'elle, sauf la boîte la plus secrète et le baiser. Mais il ne sut jamais rien de la boîte et renonça avec le temps au baiser. Wendy croyait que seul Napoléon aurait pu l'obtenir, et je peux l'imaginer, s'obstinant en vain, puis se retirant rageur en claquant la porte derrière lui. Devant Wendy, M. Darling avait l'habitude de se flatter que sa mère, non seulement l'aimait, mais aussi le respectait. Il était une de ces personnes perspicaces pour qui les actions et les cours de la bourse n'ont pas de secret. Bien sûr, personne ne comprend rien à tout cela, mais lui semblait réellement maîtriser son sujet et parlait souvent des hausses des actions ou des baisses des obligations avec une assurance qui lui attirait le respect de toutes les dames. Madame Darling s'était mariée en blanc, et tout d'abord, elle tint les livres de compte à la perfection, presque avec jubilation, comme si c'était un jeu, et il ne manquait même pas un chou de Bruxelles. Mais peu à peu, des choux-fleurs entiers furent oubliés, et à leur place il y avait des images de bébés sans visage. Elle les dessinait alors qu'elle aurait dû les additionner. C'étaient les prévisions de Madame Darling. Wendy arriva la première, puis vint John et enfin Michael. Une semaine ou 2 après la naissance de Wendy, ses parents hésitaient encore à la garder, car elle représentait une bouche de plus à nourrir. M. Darling était très fier de sa progéniture, mais c'était aussi un homme responsable, et il s'assit au bord du lit de sa femme, prit sa main et se mit à calculer les dépenses sous son regard implorant. Elle tenait à prendre le risque, arriverait ce qui arriverait, mais ce n'était pas sa façon de faire à lui. Il voulait tout calculer au crayon sur une feuille de papier, et comme elle l'embrouillait sans cesse avec ses suggestions, il devait sans arrêt recommencer. « Maintenant, tu arrêtes de m'interrompre !» la suppliait-il. « J'ai une livre 17 ici, 2 livres 6 au bureau. En supprimant mon café au bureau, j'économise 10 shillings qui font 2 livres 9 et 6. Avec tes 18 et 3 qui font 3, 9, 7 plus 5, 0, 0 de mon chéquier qui font 8, 9, 7, ne bouge pas.
8, 9, 7 et je reporte 7. Pas un mot, ma chérie. Et la livre que tu as prêtée à cet homme qui est venu à la porte. Tranquille, mon bébé. Et je reporte bébé. Et voilà, c'est réussi. Avais-je dit 9, 9, 7 ? Oui, c'est ça. 9, 9, 7. La question est de savoir si on peut vivre un an avec 9 livres, 9 shillings et 7 pennies. Mais bien sûr, Georges! S'écria-t-elle, car son parti pris en faveur de Wendy était plus fort que tout. N'oublie pas les oreillons. Menaça-t-il. Et il recommença. Oreillons, 1 livre. C'est ce que je compte, mais je devrais plutôt dire 30 shillings. Ne m'interromps pas. Rougeole, 1 livre 5. Rubéole, 1 demi-guinée, qui font 2, 15, 6. Pas la peine de remuer ton doigt. Coqueluche, disons 15 shillings. Et il continuait ainsi. Et le total de ces additions n'était jamais le même. Finalement, Wendy passa de justesse avec une réduction à 12,6 sur les oreillons et un traitement commun de la rougeole et de la rubéole. Ce fut un même casse-tête à la naissance de John. Et pour Michael, ça faillit mal tourner. Mais ils furent tous gardés par leurs parents. Et bientôt, on put voir les 3 bambins se rendre à l'école maternelle de mademoiselle Fulsom, accompagnés par leur nounou. Madame Darling aimait être comme il faut. Et Monsieur Darling tenait à se comporter exactement comme ses voisins. Donc, ils avaient une nounou. Mais comme ils étaient pauvres, ayant à peine les moyens d'acheter le lait pour leurs enfants, la nounou était une chienne terre-neuve appelée Nana qui n'avait jamais servi personne en particulier avant d'être engagée par les Darling. Elle accordait beaucoup d'importance aux enfants, et les Darling avaient fait sa connaissance au jardin de Kensington, où elle passait le plus clair de son temps à surveiller les landaux. Les bonnes d'enfants négligentes la détestaient, car elle les suivait jusqu'à leur domicile pour se plaindre auprès de leur maîtresse. Nana se révéla être un trésor de nounou. Elle veillait strictement à l'heure du bain et se levait à n'importe quelle heure de la nuit au moindre appel de l'un de ses protégés. Bien sûr, sa niche était installée dans la chambre des enfants. Elle avait un flair sans égal pour distinguer une toux bénigne de celle méritant une chaussette autour de la gorge. Jusqu'à sa dernière heure, elle resta fidèle aux remèdes de grand-mère comme les infusions de feuilles de rhubarbe et affichait son mépris pour les théories à la mode sur les microbes et autres. C'était une leçon de bonne manière de la voir accompagner les enfants à l'école, marchant tranquillement à leur côté quand ils étaient bien en file et les remettant dans la ligne quand ils se dispersaient. Elle n'oubliait jamais le maillot de John les jours où il avait foot et portait généralement un parapluie dans la gueule au cas où il pleuve. Il y avait une salle au sous-sol de l'école de mademoiselle Fulsom où les nounous attendaient les enfants. Elles s'asseyaient sur des sièges alors que Nana s'allongeait sur le sol, mais c'était bien leur seule différence. Pourtant, elle la snobait avec affectation, et pour sa part, Nana n'avait que mépris pour leur bavardage futile. Elle n'aimait pas non plus que les amis de madame Darling visitent la chambre des enfants, et elle se dépêchait alors de changer le tablier de Michael pour lui enfiler celui orné d'un galon bleu, de défroisser la tenue de Wendy, et se précipitait coiffer les cheveux de John. On aurait pu trouver une chambre d'enfant mieux tenue, et M. Darling le savait, mais il était mal à l'aise en pensant aux commentaires des voisins. Il devait penser à son standing. Nana le dérangeait aussi pour une autre raison. Il avait parfois l'impression qu'elle ne lui accordait pas de considération. « Je sais qu'elle t'admire énormément, Georges, » le rassurait Madame Darling. Et elle faisait signe aux enfants d'être particulièrement gentils avec leur père. S'ensuivaient de charmantes danses, auxquelles parfois l'unique autre domestique, Lisa, était autorisée à participer. On aurait cru une miniature avec son long tablier et sa coiffe de bonne. Elle avait pourtant juré, quand on l'avait engagée, qu'elle avait perdu le goût de l'enfance. Ah, quelle gaieté dans ces amusements! Et la plus gaie était Madame Darling, qui voltigeait avec une telle frénésie qu'on ne voyait plus d'elle que son baiser, qu'on aurait pu enfin attraper en se précipitant. Il n'existait pas de famille plus heureuse, avant l'arrivée de Peter Pan.
Madame Darling entendit parler de Peter pour la première fois alors qu'elle s'occupait de mettre un peu d'ordre dans l'esprit de ses enfants. Quand les enfants dorment, c'est une habitude nocturne de toute bonne mère de fouiller dans leurs esprits pour remettre tout en place pour le lendemain, en rangeant tout ce qui aurait pu vagabonder durant la journée. Si vous pouviez rester éveillé, mais bien sûr vous ne pouvez pas, vous pourriez voir votre propre mère en train de le faire et vous trouveriez cela très intéressant. C'est un peu comme ranger des tiroirs. Vous la trouveriez à genoux, j'imagine, s'attardant en souriant sur ce qu'elle trouve, se demandant où diable vous avez ramassé ceci, faisant des découvertes plaisantes et d'autres qui le sont moins, pressant ceci contre sa joue, comme si c'était aussi doux qu'un petit chat, et rejetant cela avec précipitation. Et le matin, quand vous vous réveillez, votre méchanceté et les mauvais penchants qui vous avaient accompagné au lit la veille sont soigneusement pliés en piles serrées et rangés tout au fond de votre esprit, et au devant sont étalées vos plus belles pensées, bien en place, prêtes à servir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le plan de l'esprit d'une personne. Les médecins dessinent parfois d'autres parties de votre corps, et ces croquis peuvent être très intéressants. Mais il faut les voir, essayant de dresser le plan d'un esprit d'enfant qui non seulement est embrouillé, mais surtout n'arrête pas de se transformer. Comme sur une feuille de température, on y voit des lignes en zigzag qui sont probablement des routes sillonnant l'île, car le pays imaginaire est toujours plus ou moins une île, avec des incroyables taches de couleurs ici et là, des récifs de coraux, et ce qui ressemble à un bateau pirate au large, et puis des tanières sauvages et désertiques, et des nains bien adaptés, et des grottes où coule une rivière, et des princes qui ont 6 frères aînés, et une cabane prête à s'effondrer, et une vieille dame, toute petite, avec un nez crochu. Ce serait un plan facile s'il n'y avait que cela. Mais il y a aussi le premier jour d'école, la religion, les prêtres, le bassin rond, des travaux d'aiguille, des meurtres, des pendaisons, des verbes du 3e groupe, le jour du pudding au chocolat, l'âge des bretelles, dites 33, 3 pennies pour s'arracher une dent, et ainsi de suite. Et tout cela fait partie de l'île ou d'un autre plan qu'on voit en transparence. Alors, c'est difficile de s'y retrouver, d'autant plus que ça change tout le temps. Évidemment, le pays imaginaire varie d'une personne à l'autre. John, par exemple, avait un lagon survolé par des flamants roses qu'il tirait à la carabine, alors que Michael, qui était encore petit, avait un flamant rose qui était survolé par des lagons. John vivait dans un bateau échoué à l'envers dans les sables. Michael dans un tipi, Wendy dans une cabane de feuilles, habilement cousue ensemble. John n'avait pas d'amis. Michael voyait les siens la nuit, et Wendy avait pour animal domestique un louveteau abandonné par ses parents. Mais en gros, tous les pays imaginaires ont un air de famille, et s'ils voulaient bien se tenir alignés, vous diriez qu'ils ont bien le même nez, et plus encore. Les enfants joueurs accostent toujours leurs canots sur ces rivages magiques. Nous aussi, nous y sommes allés. Nous pouvons encore entendre le bruit des vagues, même si nous n'y débarquons plus. Le pays imaginaire est le plus sauvegardé et le plus concentré de tous les lieux merveilleux. Pas du genre à s'étaler en longueur, vous savez, avec d'interminables temps morts entre les aventures, mais plutôt bien consistant. On n'y prend pas garde quand on y joue dans la journée, avec des chaises et une nappe. Mais la nuit, 2 minutes avant de s'endormir, il devient très réel. Et c'est pourquoi on a inventé les veilleuses. Parfois, lors de ces incursions dans l'esprit de ses enfants, Madame Darling trouvait des choses incompréhensibles. Entre autres, et surtout, le mot « Peter ». Elle ne connaissait aucun Peter. Et pourtant il était ici et là dans les esprits de John et Michael, et celui de Wendy en était tout scribouillé. Le nom s'affichait en lettres plus grasses qu'aucun autre mot, et Madame Darling lui trouva une allure effrontée. « Oui, c'est vrai, il est plutôt sûr de lui, » admit Wendy comme à regret quand sa mère la questionna. « Mais qui est-ce, mon chat ?»« C'est Peter Pan, tu sais bien, maman ?» Tout d'abord, Madame Darling ne sut rien du tout. Puis, en se rappelant son enfance, elle se souvint d'un Peter Pan qui vivait, disait-on, chez les fées. On racontait de drôles d'histoires à son sujet.
qu'il accompagnait les enfants morts au bout du chemin pour qu'ils n'aient pas peur. Elle y avait cru autrefois, mais maintenant qu'elle était une femme mariée et raisonnable, elle avait du mal à imaginer qu'un tel personnage existe. D'ailleurs, il aurait dû grandir depuis tout ce temps. Dit-elle à Wendy. Oh non, il n'a pas grandi. Assura Wendy sur un ton confidentiel. Il fait juste ma taille. Elle voulait dire qu'il était comme elle, de corps et d'esprit. Elle ne savait pas comment elle le savait, mais elle le savait. Madame Darling consulta son mari, qui afficha un sourire suffisant. Ne t'inquiète pas, ça doit être une idiotie que Nana leur a fourrée dans la tête. C'est bien une idée de chien, ça. N'y fais pas attention et ça passera tout seul. Eh bien, cela ne passa pas. Et bientôt, ce chenapon allait provoquer un véritable bouleversement chez Madame Darling. Les enfants vivent les plus étranges aventures sans en être perturbés. Par exemple, ils peuvent vous raconter, une semaine après que ça soit passé, qu'ils ont rencontré leur père décédé dans une forêt et qu'ils ont joué ensemble. Ce fut de cette manière informelle que Wendy fit un matin une révélation alarmante. Dans la chambre des enfants, on avait retrouvé par terre des feuilles mortes qui ne s'y trouvaient certainement pas quand les enfants étaient allés se coucher la veille. Et Madame Darling les interrogeait à ce sujet, quand Wendy répondit, avec un sourire indulgent, « Je crois que c'est encore Peter. » Que veux-tu dire, Wendy ? C'est vilain de sa part de ne pas balayer derrière lui. Soupira Wendy, qui était une enfant soigneuse. Elle expliqua avec naturel qu'elle croyait que, parfois, la nuit, Peter venait dans la chambre lui jouer de la flûte, assis au pied de son lit. Hélas, elle ne se réveillait jamais. Ainsi, elle ne savait pas comment elle le savait, mais elle le savait. Tu dis des sottises, mon trésor. Personne ne peut entrer dans la maison sans qu'on le sache. Je crois qu'il entre par la fenêtre. Ma chérie, la chambre est au 3e étage. Les feuilles n'étaient-elles pas sous la fenêtre, maman ? C'était vrai. C'était là qu'on les avait trouvées. Madame Darling ne savait pas quoi en penser. Tout cela semblait si normal pour Wendy qu'on ne pouvait résoudre l'affaire en affirmant qu'elle avait dû rêver. « Mon enfant !» s'écria la mère. « Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt ?» « J'ai oublié » dit Wendy, insouciante. Elle était pressée d'aller prendre son petit déjeuner. Bon, Wendy avait bien dû rêver. Pourtant, il y avait bien ces feuilles mortes. Madame Darling les examina avec soin. Elles étaient toutes effilochées, mais elle était certaine que ces feuilles ne provenaient d'aucun arbre poussant en Angleterre. Elle se mit à 4 pattes sur le plancher pour examiner à la lueur de sa chandelle une curieuse empreinte de pied. Elle explora la cheminée, sonda les murs. Elle déroula un ruban depuis la fenêtre jusqu'au trottoir et mesura une hauteur de plus de 10 mètres, et rien qu'une gouttière pour s'aider à grimper. Aucun doute, Wendy avait bien dû rêver. Mais Wendy n'avait pas rêvé, comme on allait le voir la nuit suivante. Cette nuit qui marqua le début des extraordinaires aventures des enfants Darling. Cette nuit-là, les enfants allèrent se coucher comme d'habitude. C'était le jour de congé de Nana, et Madame Darling leur avait donné un bain, puis chanté une berceuse, jusqu'à ce que l'un après l'autre, ils lâchent sa main pour glisser dans le pays des songes. Ils avaient l'air si tranquilles, si paisibles, qu'elle sourit en repensant à ses frayeurs, et s'installa tranquillement près du feu pour faire sa couture. C'était une chemise pour Michael, la première de sa vie, son cadeau d'anniversaire. La chaleur du feu était douce, la chambre des enfants faiblement éclairée par les 3 veilleuses, et l'ouvrage de Madame Darling venait de glisser sur ses genoux. Puis sa tête dodelina, avec beaucoup de grâce, et elle s'endormit. Regardez-les tous les 4. Wendy et Michael ici, John là, et Madame Darling près du feu. Il aurait dû y avoir une 4e veilleuse. Dans son sommeil, Madame Darling fit un rêve. Elle rêva que le pays imaginaire s'était dangereusement approché et qu'un curieux garçon s'en était échappé. Il ne l'effrayait pas, car elle avait déjà vu son visage sur celui des femmes qui n'ont pas d'enfants. Peut-être aussi sur le visage de certaines mères. Mais dans son rêve, il avait déchiré le voile qui dissimule le pays imaginaire, et elle voyait Wendy, John et Michael en train de regarder à travers ce trou.
Ce rêve n'aurait été qu'une simple fadaise si à ce moment-là, la fenêtre ne s'était ouverte brusquement pour laisser passer un garçon qui sauta sur le plancher. Une étrange lumière, guère plus grosse que le poing, l'accompagnait et se mit à voltiger à travers la chambre, comme si elle était vivante. Je crois que ce fut ce qui réveilla Madame Darling. Elle poussa tout d'abord un cri, puis vit le garçon, et je ne sais comment, reconnut immédiatement Peter Pan. Si on avait été présent, toi, moi ou Wendy, on aurait remarqué qu'il ressemblait beaucoup au baiser introuvable de Madame Darling. C'était un charmant garçon, vêtu de feuilles et de résine, mais le plus adorable chez lui, c'était qu'il avait encore toutes ses dents de lait. S'apercevant qu'elle était une grande personne, il fit étinceler pour la saluer toutes ses petites perles de dents. Chapitre 2. L'ombre. Madame Darling poussa un cri, et comme une réponse à un coup de sonnette, la porte s'ouvrit et Nana entra, de retour de sa soirée libre. Elle se mit à grogner et bondit sur le garçon qui sauta prestement par la fenêtre. Madame Darling poussa un nouveau cri, d'angoisse cette fois, persuadée que Peter s'était tué. Elle dévala l'escalier jusqu'à la rue, pensant y trouver son petit cadavre, mais il n'y était pas. En scrutant la nuit noire, elle n'aperçut rien d'autre que ce qu'elle prit pour une étoile filante. Elle remonta à la chambre des enfants pour y trouver Nana tenant quelque chose dans sa gueule. Ce quelque chose était l'ombre du garçon. En le voyant s'échapper, Nana avait fermé la fenêtre, pas assez vite pour l'attraper, mais suffisamment pour enfermer son ombre. En claquant, la fenêtre l'avait coupée. Soyez certain que Madame Darling examina l'ombre avec soin, mais c'était une ombre tout à fait ordinaire. Nana n'avait aucun doute sur ce qu'il fallait faire avec cette ombre. Elle la suspendit au balcon, l'air de dire « Comme il va revenir la chercher, mieux vaut qu'il puisse la récupérer sans perturber les enfants. » Mais Madame Darling ne pouvait pas laisser cette chose suspendue au balcon. On aurait tellement dit une lessive que cela gâchait le standing de la maison. Elle voulut en parler à M. Darling, qui faisait les comptes des manteaux de John et Michael, une serviette mouillée enroulée autour de la tête pour garder ses idées claires. En le voyant ainsi, elle eut des scrupules à le déranger, d'autant plus qu'elle connaissait d'avance sa réponse. « Voilà ce qui arrive quand on a un chien comme Nounou !» Elle décida de rouler l'ombre et de la ranger soigneusement dans un tiroir, en attendant l'occasion d'en parler à son mari, enfin. L'occasion se présenta une semaine plus tard. Un vendredi qu'on n'est pas près d'oublier. Bien entendu, c'était un vendredi. « J'aurais dû être plus prudente un vendredi. » se reprocha-t-elle souvent par la suite auprès de son époux, alors que Nana, de l'autre côté, lui tenait la main. « Non, non !» répondait toujours M. Darling. « Tout est de ma faute. Moi, George Darling, je suis le seul responsable. Mea culpa, mea culpa. » Il avait fait du latin pendant ses études. Nuit après nuit, il restait assis en ressassant ce vendredi fatal, jusqu'à ce que chaque détail fût gravé dans leur esprit comme un relief sur la face d'une médaille. « Si seulement j'avais refusé cette invitation à dîner du 27 !» disait Madame Darling. « Si seulement je n'avais pas versé mon médicament dans le bol de Nana !» disait M. Darling. « Si seulement j'avais fait semblant d'aimer ce médicament !» semblaient dire les yeux émus de Nana. « Mon goût pour les sorties, Georges !»« Mon maudit sens de l'humour, ma chérie !»« Ma manie de me vexer pour des broutilles, mon cher maître et ma chère maîtresse !» Alors l'un d'eux ou tous ensemble fondaient en larmes. Nana alla penser que c'était vrai, qu'il n'aurait jamais dû avoir un chien comme Nounou. Plus d'une fois, ce fut M. Darling qui essuya les larmes de Nana. « Ce démon !» criait M. Darling, et Nana aboyait en écho. Madame Darling, elle, ne se fâcha jamais contre Peter. Quelque chose, au coin droit de sa bouche, lui soufflait de ne faire aucun reproche à Peter. Il restait assis dans la chambre d'enfant vide, à évoquer le plus petit détail de cette épouvantable soirée.
Elle avait commencé de façon banale, exactement comme des centaines d'autres soirées, avec le bain que Nana avait fait couler pour Michael avant de l'y porter, juché sur son dos. « Je ne veux pas aller au lit !» avait-il crié du ton de celui qui veut avoir le dernier mot. Je n'irai pas Nana, il n'est même pas encore 6 heures. Oh là là, je ne vais plus t'aimer, Nana. Je te dis que je ne veux pas prendre mon bain. Je ne le ferai pas. À ce moment, Madame Darling était entrée, vêtue de sa robe blanche de soirée. Elle s'était habillée de bonne heure pour faire plaisir à Wendy, qui adorait la voir en tenue élégante. Elle portait le collier que George lui avait offert et un bracelet de Wendy qu'elle lui avait emprunté pour l'occasion. Wendy aimait tant prêter son bracelet à sa mère. Elle avait découvert ses deux aînés jouant à Monsieur et Madame Darling le jour de la naissance de Wendy, et John était en train de dire « Je suis heureux de vous informer, Madame Darling, que vous êtes à présent mère. » Exactement du ton qu'avait utilisé Monsieur Darling quand c'était réellement arrivé. Wendy s'était alors mise à danser de joie exactement comme Madame Darling avait dû le faire en réalité. Puis, John était né, et l'on avait célébré l'événement avec les suppléments d'honneur dus, d'après lui, à la naissance d'un garçon. C'est alors que Michael était sorti du bain pour demander à naître à son tour, mais John lui avait répondu sèchement qu'il ne désirait plus d'autres enfants. Michael était au bord des larmes. « Personne ne veut de moi !» cria-t-il. Et la dame en robe de soirée ne supporta pas d'entendre cela. « Moi, si, dit-elle. Je veux un 3e enfant. »« Un garçon ou une fille ?» demanda Michael sans trop d'espoir. « Un garçon. » Et il avait sauté dans ses bras. Un bien furtif souvenir pour Monsieur et Madame Darling et Nana, mais pas si furtif si l'on songeait qu'il s'agissait de la dernière nuit de Michael dans la chambre des enfants. D'autres images défilaient. « C'est à ce moment-là que j'ai débarqué comme une trombe, n'est-ce pas ?» disait Monsieur Darling, coupable. Et c'était vrai qu'on aurait dit une trombe. Peut-être qu'il avait des circonstances atténuantes. Lui aussi s'était habillé pour la soirée et tout allait bien jusqu'à la cravate. Ça peut paraître incroyable, mais cet homme qui savait tout sur la bourse avait du mal à faire un nœud de cravate. Parfois, ça se passait bien, mais d'autres fois, il aurait mieux valu pour la tranquillité de la maison qu'il ravale son amour-propre et accepte de porter un nœud tout fait. C'était justement le cas ce soir-là. Il fit irruption dans la chambre d'enfant en brandissant cette maudite cravate. « Que se passe-t-il, cher père de nos enfants ?»« Ce qui se passe !» hurla-t-il. Hurler était indubitablement le mot approprié. « Ce nœud de cravate refuse de se nouer. » Il continua sur un ton gravement ironique. « En tout cas, pas autour de mon cou. Aucun problème pour la nouer autour du montant du lit, j'ai réussi 20 fois. Mais autour de mon cou, ça ne marche jamais. Bon Dieu, je vous demande pardon. » Il estima n'avoir pas suffisamment impressionné Madame Darling et continua l'air sévère. « Je te préviens, mère de nos enfants, que nous ne sortirons pas dîner ce soir si cette cravate n'est pas nouée à mon cou. Et si je ne sors pas dîner ce soir, je ne retournerai plus jamais au bureau. Et si je ne retourne plus au bureau, toi et moi, nous allons mourir de faim et nos enfants seront jetés à la rue. » Malgré la menace, Madame Darling restait impassible. « Laisse-moi essayer, mon chéri, » dit-elle. C'était effectivement ce qu'il était venu lui demander. De ses jolies mains fraîches, elle noua la cravate à sa place et les enfants autour d'elle attendaient la suite des événements. Certains époux auraient pu en vouloir à leur femme de s'en tirer si facilement, mais Monsieur Darling, avec sa bonne nature, n'était pas de ce genre. Il la remercia avec insouciance, oubliant d'un coup sa fureur, et l'instant d'après, il gambadait dans la chambre avec Michael sur le dos. « Comme on s'amusait bien !» soupira Madame Darling en se rappelant ce moment de bonheur. « Pour la dernière fois !» gémit Monsieur Darling. « George, tu te rappelles la fois où Michael me demanda soudain « Comment as-tu fait pour me connaître, maman ?» Ah, si je me rappelle. Ils étaient si gentils, n'est-ce pas, George ? C'étaient nos enfants. Et maintenant, ils ont disparu. Nana avait interrompu les ébats en surgissant dans la chambre, et par malchance, Monsieur Darling s'était cogné contre elle, couvrant son pantalon de poil. Non seulement c'était un pantalon neuf, mais en plus, le premier qu'il portait avec des revers. Il dut se mordre la lèvre pour ne pas pleurer.
Bien sûr, Madame Darling le brossa, mais il recommença à divaguer sur l'erreur d'avoir un chien comme nounou. Georges, Nana est une perle. Sans doute, mais j'ai parfois l'impression désagréable qu'elle traite nos enfants comme des chiots. Oh non, mon chéri. Elle sait qu'ils ont une âme, j'en suis certaine. Je me le demande. Madame Darling sentit que c'était le moment de lui parler de Peter. Tout d'abord, il prit l'histoire avec dédain, mais il devint pensif quand sa femme lui montra l'ombre. Ce n'est personne que je connaisse, mais on dirait bien un chenapan, dit-il en l'examinant avec soin. Tu te souviens, on en discutait quand Nana est arrivée avec le médicament de Michael. Continua-t-il. Tu ne porteras plus de flacons dans ta gueule, Nana, et tout ça, par ma faute! Il pensait être un homme posé, mais il n'y avait aucun doute sur le fait qu'il s'était conduit comme un imbécile au sujet de ce médicament. S'il avait une faiblesse, c'était d'estimer que toute sa vie, il avait pris ses médicaments sans rechigner. Ainsi, quand Michael détourna la cuillère dans la gueule de Nana, il avait dit, sur un ton de reproche, « Sois un homme, Michael !» Je veux pas! criait Michael avec insolence. Madame Darling partit chercher du chocolat pour l'enfant. Monsieur Darling estima que c'était un manque de fermeté. « Tu le gâtes trop !» lui cria-t-il. « Michael, à ton âge, j'avalais mes médicaments. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.